Alors, vous avez posé une deuxième question. Est-ce que tout cela ne va pas remettre en cause le processus électoral qui est prévu pour 2016 ? En réalité, l'élection présidentielle. Je n'aperçois pas, Madame Itoie, de raison particulière qui empêcherait l'élection présidentielle de se dérouler conformément à nos textes et dans les délais qui sont ceux qui sont connus des populations. Pour une raison très simple, l'article 62 de l'actuelle Constitution et la loi électorale rappellent que le président de la République, le prochain, devra être élu au plus tard 30 jours avant l'expiration du délai du mandat du président de la République actuel et 40 jours au plus tôt. Si vous faites un calcul simple, le mandat du président a pris effet le 14 août 2009, il prendra donc fin le 14 août 2016 et conformément à notre loi électorale, l'élection présidentielle devra avoir lieu au plus tard 30 jours avant, c'est-à-dire le 14 juillet 2016 et au plus tôt début juillet, c'est-à-dire le 4 juillet 2016. Donc je n'aperçois pas de danger qui planerait sur le respect des délais sous l'empire des actuelles institutions. Je ne vois pas de danger. Donc c'est là aussi pour répondre à une objection qui a été formulée par l'opposition radicale il y a quelques semaines, qui disait oui, le processus électoral prend du retard, nous exigeons du gouvernement qu'il engage au plus tôt le processus de révision des listes ou de vérification du fichier électoral. Non, il n'y a pas de danger sur la base et de la Constitution et de la loi électorale. Nous sommes amplement dans les temps et vous voyez bien que nous avons amplement le temps, d'ici là, d'organiser un scrutin référendaire comme indiqué par le président de la République. Alors, vous m'avez demandé enfin quels étaient les actes préparatoires au futur référendum. Bon, le président de la République l'a dit, mais je vais le répéter pour que ce soit très clair. Le président vient d'annoncer le principe du référendum. Il a rappelé les points sur lesquels porterait ce référendum, qui concernent l'évolution de nos institutions. 1. Toutes les règles liées aux droits et devoirs des citoyens, premier objet. 2. Toutes les règles liées aux modalités d'organisation de nos institutions et aux règles de fonctionnement de l'État. Voilà les points sur lesquels va porter le scrutin référendaire sur l'évolution de nos institutions. Le président l'a dit, il sera mis en place une commission d'experts, probablement de juristes, de sociologues, d'historiens, de représentants de la classe politique et de la société civile. Et cette commission sera chargée, sur la base des conclusions du dialogue de Sibiti et des 3 points que je viens d'énumérer, rappelés par le président de la République, cette commission sera chargée de proposer à l'État les points sur lesquels nos institutions devront évoluer. Donc, une commission. Deuxième étape, il y aura, une fois que les éléments juridiques, techniques auront été élaborés par la commission, transmission du document au gouvernement. Il appartiendra à ce moment-là au gouvernement d'élaborer un avant-projet de loi référendaire, qui lui-même suivra le processus décisionnel qui existe dans le cadre de nos institutions. Et c'est au terme de cela, et sur la base de l'article 110, alinéa 3, que le président a rappelé lors de son intervention, et qui a été l'objet de sa consultation juridique auprès des 2 juridictions que j'ai évoquées tout à l'heure, Cour suprême, Conseil constitutionnel, Cour constitutionnelle, eh bien c'est sur la base de l'article 110, alinéa 3, que le président de la République procédera, sur invitation du gouvernement, à la convocation du corps électoral pour l'organisation du scrutin référendaire. Donc les étapes sont connues, il y en a 3, commission, élaboration des termes de référence de l'évolution de nos institutions, transmission au gouvernement, transformation en avant-projet de loi référendaire, saisine par le chef de l'État des organes habilités et convocation du corps électoral. Merci bien. C'est Joachim Banza, directeur de publication de la Semaine africaine. Monsieur le ministre de la Communication, je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations autour du sujet qui nous réunit ce jour, mais j'en ai une seule, toute simple. Le chef de l'État a été précis quant au référendum. Il s'agit d'un référendum constitutionnel pour adopter une nouvelle constitution. Mais par contre, parlant de la date, il a dit précisément
un proche horizon. Est-ce que ce proche horizon, c'est avant la fin de cette année ou au début de l'année prochaine 2016? Voilà, Monsieur le ministre. Monsieur Banza, la réponse, elle est contenue dans ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour que le référendum se tienne, il faut qu'il y ait un texte. Et pour que le texte existe, il faut que la commission dont je viens de parler propose un texte au gouvernement et que ce texte soit adopté par le gouvernement. Donc, le proche horizon dont parle le président, c'est qu'il ne pouvait pas, le 22 septembre, annoncer une date. Parce que s'il annonçait une date, c'est là où vous auriez pu, et on aurait pu l'accuser à bon droit, de passer en force. Comment peut-il proposer déjà une date si le texte qui doit être soumis à cette élection n'est même pas encore visible et existant? Donc, attendons, avalons bouchée par bouchée. On attend le texte. Quand le texte sera là, le gouvernement fixera la date de convocation du corps électoral. C'est M. Pénéqué Emery Patrice, directeur de publication du magazine Le Patriote en Afrique du Sud. Après l'annonce du message du chef de l'État, Monsieur le ministre, il y a eu un sentiment d'apaisement à l'extérieur. D'apaisement. Il s'avère que quelques instants plus tard, il y a des messages téléphoniques qui sont partis de Brazzaville. Pardon? Des messages téléphoniques qui sont partis de Brazzaville pour l'extérieur, pour troubler ceux qui sont à l'extérieur. J'en ai reçu beaucoup. Je voudrais tout simplement vous demander d'adresser aux Congolais qui sont à l'extérieur un petit mot pour les rassurer qu'au pays, rien ne se passe qui pourrait troubler la paix que nous vivons dans ce pays. Bon, mais votre question est tout à fait pertinente. Il y a effectivement une réalité que je qualifierais, excusez-moi le pléonasme, de réel, c'est celle du Congo réel. C'est-à-dire le Congo où vivent les Congolais, ici, à Brazzaville et dans les autres localités ou villages de notre pays. Et vous constatez vous-même, vous dites que vous venez d'Afrique du Sud, que le pays est tout à fait calme et serein. Il y a une espèce de fièvre, notamment sur les réseaux sociaux, qui ne correspond absolument pas à la réalité que nous vivons ici. Vous êtes dans Brazzaville, vous circulez, vous voyez bien que la population attend sereinement. Maintenant que le président de la République a donné une traduction juridique et politique à tout ce débat, eh bien les Congolais qui sont habitués aux processus électoraux attendent avec patience que le corps électoral soit convoqué sur la base d'un texte qui est à préparer. Donc je dis aux Congolais d'abord du Congo comme aux Congolais de la diaspora, nous sommes dans la sérénité. Et le président l'a rappelé, rien ne doit venir troubler la paix. Et l'État, le président de la République, le gouvernement de ce pays, dans un pays qui a connu les événements que nous connaissons, avec un peuple qui a connu les malheurs que nous connaissons. Je crois que notre pays est vacciné contre toutes les déstabilisations qui peuvent venir de ceux, comme vous le dites, qui passent des coups de fil vers l'étranger pour dire que le pays est à feu et à sang, ou mettent en ligne des appels à la désobéissance civile ou à la rue. Eh bien, le pays est vacciné contre cela. Et nous sommes sereins, et les Congolais le sont aussi, parce qu'ils sont matures, ils sont aujourd'hui pleinement conscients que les conflits politiques ou les controverses politiques ne se règlent pas par la violence. Donc je rassure les Congolais du Congo comme les Congolais de l'étranger, le processus électoral, que ce soit à terme celui de l'élection présidentielle, ou que ce soit à moyen ou court terme, celui de ce référendum attendu, se déroulera normalement dans la sérénité. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Steve Onjo, directeur général d'Africa TV à Paris. Première question, jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans cette cause quand on sait que les condamnations internationales ne vont pas tarder à pleuvoir? Et deuxième question, si le président Denis Sassou Nguesso affiche cette volonté de continuité, est-ce l'échec du PCT qui n'aurait pas su assurer la transition générationnelle? Merci. Bon, les condamnations internationales sur quoi? Sur le fait que le président de la République a annoncé qu'il va consulter son peuple? Je crois qu'une condamnation internationale, on peut bien admettre que des amis bien intentionnés condamnent, mais condamnent quoi? Le fait que le président demande à son peuple son avis? Le Congo est indépendant depuis 55 ans. Je crois qu'il faut que certains acteurs politiques, certains partis politiques étrangers aient conscience que 55 ans d'indépendance, c'est quelque chose qui est de 2 ou 3 générations
et s'habitue à savoir que le peuple congolais est mature, indépendant et majeur. Donc, condamnation internationale, je n'en vois pas l'objet. Condamnation internationale pour un processus qui consulte le peuple congolais, je n'en vois pas non plus l'objet. Maintenant, vous posez une autre question d'ordre politique. C'est l'échec supposé du PCT, si j'ai bien compris votre question, dans la possibilité de choisir un candidat. Mais à ce moment-là, vous vous trompez d'objet. Là, nous ne sommes pas en train de parler des candidats de l'élection de 2016. Nous parlons de la modification de la gouvernance de notre pays. Parce que c'est ça le fond du problème. Le problème n'est pas celui d'un homme. Est-ce que le président a dit le 22 septembre « Je veux mon 3e mandat », comme dirait un célèbre humoriste sur une chaîne internationale dont je ne cite pas le nom. Le 3e mandat. Il ne s'agit pas d'un 3e mandat, il s'agit de modifier la gouvernance. Alors là, je vais prendre juste 2 minutes pour éclairer la lanterne de ceux de la presse internationale qui sont venus. La Constitution de 2002 dont nous parlons, c'est une Constitution qui, historiquement, arrive à un moment où l'État est détruit, l'économie nationale est en déshérence, l'administration, la force publique, l'armée, tout cela n'existe plus dans le pays. Et donc la Constitution de 2002 est une réponse politique et juridique à cette situation qui a fait que les constituants de l'époque, c'est-à-dire le peuple congolais et la classe politique, aient décidé de concentrer le pouvoir d'État entre les mains du chef de l'État et d'un exécutif fort qui permettait à ce moment-là de reconstruire les fondements de l'État, de reconstruire l'économie et de permettre que nous arrivions, comme aujourd'hui, aux portes de l'émergence. Cette constitution a rempli son office, c'est-à-dire qu'elle avait un objet historique qui était celui-là. Et je suis quelque part assez surpris quand je constate que la plupart de ceux de l'opposition radicale, qui aujourd'hui font de cette constitution une sorte de Bible intangible qu'on ne pourrait pas toucher, et étaient les mêmes il y a 14 ans bientôt, qui justement disaient « cette constitution, aussitôt où nous arriverions au pouvoir, eh bien nous la mettrons par terre. C'est une constitution dictatoriale, c'est une constitution pas adaptée, qui concentre les pouvoirs entre les mains du président, etc., etc. » Eh bien les mêmes aujourd'hui disent « ah ben finalement, cette constitution nous a apporté la paix. » Mais je suis content de savoir que 14 ans après, ils aient pris conscience justement de l'objet de la Constitution, qui était de ramener la paix et de reconstruire l'État. Maintenant, nous entrons dans une autre phase, celle où le pays s'est reconstruit. Les Congolais se sont réconciliés avec eux-mêmes. Et les infrastructures qui sont en train d'être déployées, développées dans l'arrière-pays, les municipalisations, la construction des routes, il faut que vous sachiez que chaque année, le Congo est le seul pays au monde à construire des centaines de kilomètres de routes et un aéroport international dans chaque lieu où se déroule la municipalisation accélérée. De même, le Congo est probablement le seul pays au monde à construire au même moment 12 hôpitaux dans chaque chef-lieu de département, le seul au monde. Et je pense que nous pouvons en être fiers. C'est donc cela qui aujourd'hui marque le retour à la normale. Et le retour à la normale dans notre pays sur le plan constitutionnel, c'est le retour à nos pratiques constitutionnelles qui sont celles de notre tradition. C'est quoi la tradition constitutionnelle du Congo? C'est d'abord un exécutif qui est déconcentré, c'est-à-dire bicéphale, avec un président qui s'occupe de l'essentiel et un premier ministre qui s'occupe du quotidien des Congolais. Un gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale et le Parlement en général. C'est cela le retour à la normale. C'est le contraire de la concentration des pouvoirs. Et là, avec ce projet qui pointe à l'horizon, le président va restituer au Congo cette tradition constitutionnelle. Enfin, il y a, parce que nous sommes en 2015 et qu'il y a aujourd'hui des nécessités qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans, il y a la nécessité de renforcer le poids de nos sociétés traditionnelles. Il y a la nécessité de renforcer nos politiques d'environnement en constitutionnalisant le principe de la préservation de l'environnement. Il y a la nécessité d'inclure les femmes et les jeunes dans notre Constitution de manière à ce que demain, notre Constitution permette d'être inclusive. Elle ne l'est pas assez aujourd'hui, parce qu'elle n'ouvre pas assez la classe politique et les institutions aux forces vives, nouvelles et dynamiques de notre société. Enfin, puisque quelqu'un a parlé de la diaspora tout à l'heure, oui, la Constitution à venir, les institutions à venir vont donner une large place à la diaspora qui, de sujet de la peur, puisque vous avez parlé de la peur,
va devenir un acteur de l'espace politique. Voilà les avancées, mais ça n'a rien à voir avec l'avenir politique du président de la République. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, le moment venu, quand les institutions auront évolué, pour les forces politiques en présence, PCT y compris, de choisir leur candidat. Mais nous n'en sommes pas là. Oui, Brice Niquet Zelanda de Radio Congo. Monsieur le ministre, dans votre mot liminaire, vous avez évoqué les conclusions du dialogue de Sibiti. Qu'en est-il de l'institutionnalisation de la CONEL et de ses conclusions? Deuxième préoccupation, monsieur le ministre, quelles sont les garanties que le gouvernement peut prendre pour garantir, permettez-moi la tautologie, l'égalité des chances aux deux tendances qui se dégagent dans ce débat sur l'évolution ou non des institutions? Dernière question, dans la configuration actuelle de la CONEL, est-ce que le Congo peut organiser un scrutin véritablement démocratique? Je vous remercie. Vous avez posé 3 questions qui en réalité reviennent à une idée centrale, c'est est-ce que aujourd'hui les conditions de transparence des scrutins à venir sont remplies? Bon, l'institutionnalisation de la CONEL, c'est un processus qui est en train de se dérouler depuis 2009 avec le dialogue d'Evo, qui s'est poursuivi à Dolisie lors de ces dialogues qui ont rassemblé la classe politique et une partie de la société civile, et qui ont connu une consécration à Sibiti récemment, en juillet donc dernier, lors du dialogue national qui s'y est tenu. Institutionnaliser la CONEL voudrait dire quoi? C'est donner à la CONEL d'abord des moyens logistiques. Parce qu'une institution, pour qu'elle existe, il faut que, comme le moine qu'on reconnaît à sa soutane, elle ait des moyens. Le dialogue a conclu, à Sibiti, à la budgétisation des ressources de la CONEL. Voilà l'institutionnalisation principale. Donc le prochain budget 2016, le budget de l'État, prévoira un poste budgétaire qui permettra à la CONEL de devenir une institution permanente. C'est ça l'institutionnalisation. Deuxièmement, vous évoquez, y a-t-il la possibilité que chaque tendance, le oui et le non, donc, ait des chances de concourir, compétir de manière tout à fait égalitaire? Mais bien entendu, le processus électoral tel qu'il se déroule depuis 2002 est un processus qui s'améliore d'année en année. Nous, lors du dialogue de Sibiti, avons constaté la consécration d'un certain nombre de choses qui nous paraissent tout à fait essentielles. On a longtemps reproché à l'État d'avoir une espèce de rôle de juge et partie. On avait demandé, et ça a été demandé à Dolisie notamment, oui, mais les préfets, les maires, là, tous ceux qui participent aux commissions électorales locales, donc aux divisions locales de la CONEL, ce sont des gens nommés par le pouvoir, donc ils sont partisans, ils sont ceci. Mais ils ont été retirés du processus électoral. Ils ne président plus les commissions locales d'organisation, c'est-à-dire les structures locales de la CONEL.